Bonjour à tous, donc merci d'être là sur une conférence un petit peu différente. On ne va pas parler beaucoup de technique aujourd'hui, plutôt de culture et de comparatif de culture entre notre culture du logiciel libre et celle du compagnonnage. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelques mots avant de commencer sur qui je suis. Donc, je suis le dirigeant et le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Operametrix, dans laquelle on travaille essentiellement pour l'industrie, sur tout ce qui est contrôle-commande. Voilà. C'est une entreprise de service, donc ces sujets dont on va parler aujourd'hui ont un petit lien, mais pas plus que ça. Je suis également administrateur de Digital 113, qui est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie, et membre de TotalNeutral.net, qui est disponible et qui a un stand au village associatif et qui est un opérateur associatif sur Toulouse. Donc pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette conférence, c'est le hasard des choses qui fait que pendant mes vacances estivales, j'ai eu la chance de visiter les deux plus gros musées du compagnonnage, un à Tours et l'autre à Romanèche-Thorens à côté de Lyon, et dans lesquels j'ai acheté 2-3 bouquins que j'ai lus. Et donc vous allez voir pourquoi, j'ai très vite senti qu'il y avait un parallèle à faire avec le monde du logiciel libre. Et donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui ressort de ces différentes recherches et de ces différentes visites des musées. Donc je vous invite, si vous passez par Tours ou par Lyon, d'aller visiter ces deux musées-là. Ils sont très intéressants sur ce thème-là. Et vous pouvez y voir des œuvres, des chefs-d'œuvre de ce style-là. Le livre que j'ai particulièrement lu et que je recommande à ceux qui veulent étudier un peu plus cette thématique-là, c'est le livre Le compagnonnage, voyager, apprendre, transmettre de François Hicher. Et dans les slides que j'ai fait juste après, il y a un ensemble d'extraits de ce livre-là qui présente le compagnonnage de cette manière-là. Donc depuis la fin du Moyen-Âge, le compagnonnage est associé à la haute idée d'un homme créateur, homme avec un grand H, créateur, bâtisseur et voyageur qui transmet ses savoirs au sein d'une fraternité bienveillante. Donc là, on voit déjà quelques thématiques qui permettent de faire le parallèle. C'est un courant plutôt humaniste et qui s'intéresse à la création, mais surtout à comment on transmet cette capacité de créer au sein de ce qu'eux appellent une fraternité bienveillante, mais ce que nous on appelle une communauté dans l'open source. Donc l'idée de la conférence, comme je l'ai dit, c'est de présenter un ensemble de points de ressemblance entre ces deux mondes, de voir les limites qu'ils ont dans leur modèle et puis de voir si nous on a les mêmes ou d'essayer de faire un peu le parallèle. Et ça permet de voir notre culture un peu sous un angle différent. Donc je ne vais pas forcément faire toutes les ressemblances, donc je vais vous laisser pour certaines faire vous-même un peu les parallèles entre notre culture et le compagnonnage. Déjà, pour ceux qui connaissent pas trop ou de loin le compagnonnage, un petit peu d'histoire sur les origines. Donc souvent, on associe un peu le compagnonnage aux bâtisseurs de cathédrales. C'est pas tout à fait vrai. Les historiens situent en tout cas le début du compagnonnage sur la fin du Moyen-Âge. Et les problématiques qu'ils ont, c'est que comme c'est une tradition orale, ils ont très peu d'écrits qui permettent de bien savoir à quel moment ça a commencé et dans quelles conditions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du XIIIe siècle, ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers, le travail étaient organisés sous forme de corporation. Donc dans des villes où vous aviez une structure un petit peu avec les chefs d'entreprise des différents métiers en question qui s'organisaient et qui décidaient de qui travaille, comment, qui a le droit d'être chef d'entreprise, etc. Et donc il y a un ensemble d'ouvriers, souvent très qualifiés, qui ont commencé à vouloir s'affranchir de cette autorité qui était perçue un petit peu comme un carcan, et donc vouloir sortir de cette organisation corporatiste pour différentes raisons. Et là on retrouve en fait un peu une idée à cœur et de ce qu'on peut retrouver nous dans nos domaines. Donc c'était souvent une durée excessive de l'apprentissage. Ce qu'on va voir après, c'est que en fait ceux qui pouvaient être maîtres, donc c'était les chefs d'entreprise à l'époque, souvent c'était les fils de maîtres qui devenaient maîtres. Donc en gros, ils faisaient en sorte que l'apprentissage et que tous les stades avant cette maîtrise soient très très longs pour que quasiment personne puisse accéder au titre de maître.
Un salaire qui était assez faible parce que voilà, il y avait une organisation très pyramidale en place et on ne faisait pas forcément la différence entre les gens qui étaient très talentueux et ceux qui n'étaient pas. Et donc, comme je disais, une difficulté à accéder à la maîtrise, donc en gros à devenir chef d'entreprise. Et donc, il y avait un petit peu des tensions entre ce qu'on pouvait voir, c'est-à-dire que la méritocratie était en panne, avec une sélection de plus en plus sévère et injuste. Et une pratique qui est réservée, un accès à la maîtrise réservé aux fils de maîtres ou les gendres des maîtres. Donc on voit un petit peu ce qu'on retrouve un peu dans l'éthique hacker et autres, c'est-à-dire qu'une grande organisation très pyramidale où la méritocratie est en panne, et donc on va avoir des gens assez talentueux qui vont vouloir s'extraire de ce système-là pour créer un système à côté, plutôt en sous-marin et plutôt distribué. Donc comment ils ont fait ça ? À partir de la fin du Moyen-Âge, ils ont commencé à s'extraire de ces organisations-là, de ces corporations, et à s'organiser de façon distribuée sur un réseau qu'on appelle de mobilité et de sociabilité, qui était fondé sur l'entraide. Donc en gros, au sein de la France, on va voir ce qu'on appelle le Tour de France chez les compagnons. Ils vont s'associer un petit peu de manière, pas sous forme d'organisation, de manière décentralisée, pour qu'il y ait un ensemble de personnes qui puissent transiter entre ces différentes villes et ces différentes entreprises. Donc c'est ce qui propose aux jeunes gens de voyager, ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu l'apprentissage, mais ça vient un peu de là, aux jeunes gens de voyager à travers la France afin d'apprendre et de vivre le métier en toute indépendance. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est des personnes qui sont très jeunes et qui partent sur les routes de France seules pour faire le tour des villes. Donc il fallait à l'époque, et encore aujourd'hui, un petit peu d'autonomie et d'indépendance pour être capable de faire ça. Et donc la première des choses qu'ils ont supprimées, sur lesquelles ils se sont battus, c'était l'autorisation de quitter le maître, enfin l'interdiction de quitter le maître et son atelier. Donc on voit que ces corporations maîtrisaient vraiment le métier et l'organisation du travail. Et donc c'est la première des choses contre laquelle ils se sont battus. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que la noblesse et l'organisation du travail allaient très bien au pouvoir royal en place. Et donc le roi voyait très mal cette organisation un petit peu clandestine de gens qui se déplaçaient dans tout le royaume. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dû développer cette organisation de manière un petit peu clandestine. Donc pareil, ça renvoie à la grande organisation contre laquelle on veut se battre, et qu'à partir du moment où on se bat contre elle, on est obligé de le faire dans la clandestinité parce qu'on est un peu mal vu et on est un peu mis à l'écart. Donc plusieurs points qu'il faut traiter. Le premier, c'est l'organisation. Voilà, c'est important de regarder comment on s'organise, et c'est important dans nos milieux open source de regarder comment on s'organise. Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent vivre sur ce modèle-là? Est-ce que c'est de l'associatif? Est-ce que c'est forcément décentralisé? C'est important de regarder ce qu'on fait et comment nous on peut le faire. Donc comme on l'a dit, l'organisation, au début c'était clandestin, des personnes un peu à gauche à droite qui s'extraient de l'organisation par défaut, on va dire, et qui se mettent à se déplacer de ville en ville, d'atelier en atelier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des auberges qui étaient tenues souvent par la conjointe d'un compagnon qui accueillait les autres compagnons au sein d'une auberge, qui permettait à ces jeunes gens qui se déplaçaient de ville en ville d'avoir accès à un foyer et de pouvoir se nourrir. Et donc ces premières organisations, on appelle ça des devoirs. Donc je vais revenir après dessus, mais on appelle ça des devoirs, qui commence à se cimenter et à créer un petit peu un réseau en France. Donc ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est décentralisé. Vous n'avez pas une organisation des compagnons qui va se créer. Ça va être plein de personnes en fait qui vont s'extraire et qui vont chercher tout de même à un petit peu se fédérer. Donc ce qui est intéressant, c'est que souvent on fait le parallèle en disant ces compagnons qui ont bâti les cathédrales. En fait, il y avait des bâtisseurs de cathédrales à l'époque qui étaient des gens un petit peu particuliers, avec un statut, des salaires et autres très, très différents de ce qu'on pouvait croiser dans les corporations classiques. Et donc, avec l'arrivée du gothique et la création de chantiers un petit peu hors normes,
Ces ouvriers qui sont extraits des corporations vont venir sur ces chantiers de cathédrales côtoyer ce qu'on appelait les œuvriers de cathédrales. Et donc en fait, voilà, comme il y a beaucoup de chantiers qui naissent un peu dans tout le royaume, ça va favoriser en fait le fait de se déplacer un petit peu de chantier en chantier pour faire passer le savoir que l'on a acquis durant les chantiers sur lesquels on est passé. Et donc on va voir que du fait qu'il y ait cette mobilité, ça va faire transmettre en fait l'ensemble du savoir et du savoir-faire au sein des différents chantiers. Ce qu'il faut voir, c'est que les cathédrales gothiques, c'était des chantiers très ambitieux pour l'époque, même aujourd'hui. Donc il y avait la notion de compétence et de savoir-faire, et la transmission au sein de ces chantiers-là était un enjeu très fort. Surtout qu'il faut savoir que c'est des chantiers qui duraient potentiellement 100 ans ou un peu plus. Et donc les ouvriers, celui qui commençait le chantier n'était pas celui qui allait le finir. Donc même au sein du chantier, il y avait déjà une notion de transmission du savoir qui était importante. Donc de l'esprit hacker, voilà, on y revient, c'est l'idée, comme je l'ai dit, hein, toujours pareil, de sortir un petit peu de ces modèles de corporation et d'être un petit peu seul. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu un peu Mr. Robot, mais il y a un peu cette idée-là, il y a la comparaison entre celui qui sort de l'organisation et qui se bat un petit peu David contre Goliath contre cette organisation. Et il y a celle qui reste à l'intérieur et puis qui essaye de faire changer les choses de l'intérieur. Donc souvent on a ce parallèle-là de quand on n'est pas, quand on veut militer ou lutter ou faire changer les choses, est-ce qu'on le fait de l'intérieur ou de l'extérieur ? Eux, ils ont décidé de s'en extraire et d'inventer un nouveau modèle à l'extérieur de ces corporations. Donc c'est pour ça que ça me renvoie un petit peu, je trouve, à l'esprit hacker qu'on peut retrouver dans nos domaines. Donc voilà, donc des ouvriers qui sont mécontents et qui, avec un certain courage, vont se révolter contre cette injustice et s'organiser pour travailler autrement. Donc ces devoirs qui se développent. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a dit que c'était un modèle décentralisé. Et donc, en fait, il va y avoir des organisations entre différents devoirs. C'est-à-dire que comme il n'y a pas un seul devoir unique qui réunit tout le monde, il va y avoir un petit peu des nuances, des gens qui ne vont pas voir tout à fait les choses de la même façon. Donc on va voir en fait différents devoirs se créer. Et ce qui va avec ça, en fait, c'est que il va commencer à y avoir des rites, des combats en fait, réellement sur la route entre deux compagnons qui se croisent et qui vont se taper à coups de bâton au bord de la route. Et en fait, voilà, beaucoup de frictions et de combats, on va dire, en interne, même s'il n'y a pas une seule organisation, mais beaucoup de combats entre devoirs. Et comme le dit la dernière phrase, en fait, le compagnonnage aurait pu être constituer un sérieux danger en fait, pour la royauté. Mais du fait qu'ils aient passé beaucoup d'énergie à se battre entre eux, finalement, ça a permis de garder le roi un petit peu à l'abri. Donc c'est ça, important de retenir aussi, c'est le modèle décentralisé, ça permet de ne pas avoir une seule organisation, de ne pas avoir un chef, de ne pas avoir une pensée unique, hein, d'une certaine manière. Mais du fait de laisser coexister en parallèle plusieurs pensées, ça amène aussi à des frictions et à des combats, alors que quelque part, on partage, même s'il y a des nuances, on partage quand même la même vision et on essaye d'aller dans le même sens. Donc c'est important de garder ça en tête. Donc ça, c'est sur l'organisation, comment on s'organise un peu pour lutter contre ces corporations, qu'est-ce qui peut exister comme modèle. On l'a vu, eux, hein, ils se sont extraits et puis ils ont commencé à créer un réseau basé sur la mobilité et sur l'entraide. C'est une façon de faire. Le deuxième enjeu, c'est l'apprentissage. Quand vous avez un modèle unique, avec une pensée unique, vous pouvez faire des écoles, vous pouvez faire un ensemble de choses assez simplement parce que tout le monde doit apprendre la même chose et justement ça fait partie du fait de garder ce système-là en place, c'est de mettre dans la tête à tout le monde la même chose. Quand vous êtes dans un modèle décentralisé, il n'y a pas de pensée unique et donc il faut faire en sorte que tout le monde puisse apprendre sans qu'il y ait forcément des écoles ou des chefs qui décident de qui doit savoir quoi et comment ça fonctionne. Donc, on voit que ça va être très compliqué en fait, il y a plein d'enjeux. D'être capable aux gens d'apprendre, de transmettre ce savoir sans faire naître une pensée unique qui pourrait nous faire retomber dans des modèles de type corporation.
Donc l'apprentissage, il y a essentiellement j'ai séparé ça en 3 parties, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est un ensemble de connaissances ou d'informations acquises par l'étude, l'expérience ou la réflexion. Donc là, on est plus sur de la théorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que des métiers comme les charpentiers ou comme les tailleurs de pierre étaient des métiers à l'époque dans lesquels il y avait beaucoup de théorie. Là, on le voit, un extrait de trait de charpente. Il n'y avait pas de logiciel de CAO à l'époque, donc c'est des gens qui ont fait beaucoup de géométrie. Et donc, il y avait l'acquisition de tout ce savoir-faire théorique de tracé, de géométrie, etc. Qui nécessitait, mine de rien, pour l'époque, un niveau intellectuel assez élevé, sachant que l'école n'était pas aussi bien organisée qu'aujourd'hui. Donc, dans les 2 musées que j'ai visités, celui de Romanèche-Thorin à côté de Lyon est une ancienne école de trait de charpente. Donc il y avait un compagnon qui a monté une école dont l'objectif était d'apprendre le trait de charpente. Donc ce savoir théorique, souvent, vous vous rappelez la structuration, donc compagnon, apprenti, compagnon et maître. Souvent c'était les maîtres, en fait c'était les chefs d'entreprise, les patrons de l'époque, qui avaient ce savoir-faire en fait de tracer et donc qui faisaient en sorte de garder ce secret et ce savoir pour eux, et qui permettait en fait de limiter l'accès à la création d'entreprises et à l'accès à la maîtrise des compagnons. Donc souvent il y a plein d'histoires même très récentes, j'ai croisé des compagnons qui m'ont dit que le patron venait le dimanche tracer au sol les morceaux à couper pour que personne puisse voir comment il a fait. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui m'a un peu troublé, c'est à la fois l'idée de on va passer les connaissances assez largement et à la fois on les garde un peu pour soi quand même parce que ça permet de garder un peu le pouvoir et de garder un petit peu cette connaissance-là. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut voir les sources de savoir, où est-ce qu'on trouve un peu ce savoir, comment on peut se l'accaparer. Il y en a plein, mais 4 sources que je cite, c'est l'étude académique, recherche scientifique, ça c'est ce qu'on retrouve assez classiquement aujourd'hui, c'est 2 voies royales un petit peu pour l'acquisition du savoir théorique. Et puis 2 autres choses qui sont plus ce qu'on retrouve chez les compagnons, qui sont le partage de l'expérience et des traditions et des cultures. Où l'idée c'est de dire, j'essaye quelque chose dans mon coin, j'en retire quelque chose, et ce que j'en retire, je vais essayer de le partager aux gens autour de moi. À la fois une tradition orale et un partage de pair à pair, mais aussi d'essayer de sceller tout ça dans des traditions et dans des cultures qui vont favoriser un petit peu le passage de ces connaissances-là. Donc quelque part là, on voit un petit peu l'étude académique, recherche scientifique, qui est une autre forme aujourd'hui de manière assez large de transmettre ces connaissances en les théorisant, en les écrivant dans des livres et en le diffusant assez largement. Puis quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui est quelque part de la formation continue, qui est quelqu'un qui est sorti d'école et puis qui a fait des choses, qu'est-ce qu'il en a retiré et comment il le partage aux autres. Ensuite, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est un petit peu différent. C'est une capacité en fait pratique à réaliser des choses avec expertise et efficacité. Donc c'est quelque chose, vous voyez, qui est plus de l'ordre de la formation continue, de la connaissance continue, qui est plus je vais faire quelque chose, plus je vais l'optimiser, et donc plus je vais transformer ce savoir en savoir-faire. Ça veut dire que je sais, en partant du trait de charpente, réaliser des œuvres comme on peut en voir ici. Et donc, il y a aussi la question de comment on transmet ce savoir-faire. Alors le savoir-faire, c'est très manuel, mais nous, dans l'informatique, c'est aussi comment on développe du code, comment on le versionne, comment on le débug, etc. Il y a un ensemble de savoir-faire aussi à avoir. Et ça va être souvent sur la transmission pair à pair, c'est-à-dire je prends un peu quelqu'un sous mon aile ou on va le voir, ce sera la conclusion, mais dans le cadre aussi du Capitole du Libre, c'est une façon de faire de la transmission de pair à pair de savoir-faire. Donc les compagnons se sont aussi organisés pour faire passer ce savoir-faire-là, et c'est aussi l'idée de l'itinérance, en fait, c'est d'être capable de passer durant sa formation, qui dure entre 7 et 10 ans, auprès de plein d'entreprises différentes sur le territoire,
pour avoir fait l'acquisition un petit peu du savoir-faire à gauche, à droite, et d'avoir maximisé un petit peu l'acquisition de l'expérience durant sa formation. Dernière des choses dont on parle assez rarement également, je trouve, c'est le savoir-être. Quand vous avez un groupe, et c'est encore plus un enjeu quand c'est une organisation décentralisée, il y a besoin de savoir se reconnaître en fait, de savoir dire, voilà, j'ai parlé 5-10 minutes avec une personne et j'ai l'impression qu'on fait partie du même mouvement, qu'on a les mêmes idées, etc. Et ça passe par un savoir-être qu'il faut être capable de transmettre également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la place du repas chez les compagnons. On l'a dit, hein, ils vivent dans un espace, une auberge un petit peu partagée. Donc forcément, le midi et le soir, ils ont accès à des repas en commun. Et c'est durant ces repas-là qu'ils vont faire passer un ensemble de valeurs, d'idées, qui sont des choses qui dépassent un petit peu le cadre du travail, mais qui pour autant sont hyper importants pour fédérer ce modèle décentralisé. Et donc, quelque part, on retrouve ça aussi dans notre culture avec, je vois sur Toulouse, hein, les quelques associations dans lesquelles je suis, le repas est aussi le moment où on laisse l'ordinateur de côté et où on partage d'autres choses que du code ou de la technique. Une fois que, donc vous l'avez compris, on s'est organisé pour créer un modèle fédéré. On a mis en place la transmission du savoir et la gestion de l'apprentissage au sein de cette fédération. La deuxième des choses, ça va être, l'objectif de tout ça, c'est quand même de créer des choses. Et donc la phase suivante, c'est la création. Ce que j'aime beaucoup comme idée dans le compagnonnage, et c'est pour ça qu'ils appellent ça des devoirs, c'est quelque part, ils considèrent que l'acquisition du savoir oblige. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est des gens qui sont... c'est un mouvement humaniste à la base. Et donc ils considèrent que si l'humanité a mis ce savoir et ce savoir-faire entre leurs mains, c'est pour qu'ils puissent s'en servir. Pas qu'ils le gardent que pour eux, et pas qu'ils n'en fassent rien. C'est pour qu'ils fassent deux choses. La première, c'est s'en servir, faire avancer l'humanité avec ce savoir. Et la deuxième chose, c'est de le transmettre, parce que l'objectif, c'est pas... Si quelqu'un vous a pris du temps pour vous transmettre ce savoir, ce savoir-faire, c'est pour qu'il perdure dans le temps. Et donc votre obligation, c'est également de participer à cette transmission du savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont développé vraiment une culture de cette transmission à travers les âges, on va dire, parce que ça remonte à très loin. Et que nous, dans l'informatique, on a au maximum deux générations et demie d'informaticiens, peut-être 3. Donc quelque part, cette transmission à travers les âges et les générations, c'est pas encore mis en place. Ça reste à faire. Et voilà, dans notre culture, il n'y a pas grand-chose encore qui a été fait sur cette idée-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre 2-3 générations, déjà, comme Internet et tous ces mécanismes-là de transmission du savoir et de l'information sont beaucoup plus fortes qu'à l'époque, ça va beaucoup plus vite. Mais on voit que des premières générations d'informaticiens qui sont, par exemple, beaucoup travaillé sur les systèmes d'exploitation, enfin sur des couches bas niveau qui n'existaient pas à l'époque. Aujourd'hui, on considère un peu que c'est la couche d'abstraction d'en dessous, que ça marche très bien, et puis on s'y intéresse un petit peu moins. Et donc forcément, même s'il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup de littérature, beaucoup de codes et autres qui sont disponibles, il y a quand même de la perte de compétences et de connaissances sur ces couches-là. Donc il y a dans l'informatique une réflexion à avoir sur comment l'informatique va traverser les âges, même si on en est au tout début, et comment on s'organise pour que ce soit le cas. Et donc voilà, j'aimais bien l'idée du fait que l'acquisition du savoir oblige, et que si aujourd'hui vous avez dans vos mains des compétences et des connaissances, quelque part l'humanité s'attend à ce que vous fassiez de grandes choses avec. L'excellence, il s'avère que les compagnons, du fait aussi qu'ils soient reliés un petit peu dans l'histoire à ces bâtisseurs de cathédrales, et que l'idée de ces cathédrales gothiques, c'était le cahier des charges, c'était d'essayer de faire des grandes choses, on va le voir juste après, mais tellement grandes qu'on ait l'impression qu'elles n'aient pas été faites par l'homme. C'est des gens qui ont visé du coup dans leur culture, et puis c'est aussi, vous vous rappelez, ceux qui sont sortis de ces corporations, c'était quand même des gens plutôt talentueux,
qui n'était pas fils de maître, mais qui avait la capacité à apprendre et à faire des choses, et qui voulait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et qui trouvait que ce système corporatiste était un petit peu, répondait pas à leurs ambitions. Et donc, il y a cette culture de l'excellence. Alors, j'aime bien la notion d'excellence, mais souvent on l'interprète mal, c'est-à-dire que c'est un chemin, c'est une façon de faire les choses, et c'est pas un état. On ne devient jamais excellent, en fait. L'excellence, c'est le chemin pour essayer d'avancer dans cette direction-là. Et donc, j'aime bien la définition qui est s'engager dans une démarche d'apprentissage et de dépassement de soi sans nécessairement viser la perfection. Bon, on va voir qu'ils ont essayé quand même de viser la perfection, mais ce qui est bien de comprendre, c'est que c'est une démarche, en fait, d'apprentissage et de dépassement de soi, et que c'est quelque chose de très individuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnons, à la fin de leur Tour de France, là, qui dure 7-10 ans, il faut qu'ils réalisent un chef-d'œuvre, qui est typiquement ce genre de maquette là qu'on peut voir, et que vous retrouvez dans les musées. Et ces maquettes-là, en fait, doivent être un concentré de tout ce qui est le plus dur, en fait, de toutes les techniques les plus compliquées qu'ils ont pu apprendre, essayer de les mettre dans une œuvre qui puisse montrer, en fait, et dire, voilà, j'ai fini ma formation, vous voyez, parce que j'ai acquis un ensemble de techniques les plus complexes de mon métier. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le modèle du compagnonnage, l'apprentissage, donc ils étaient en apprentissage, ce qu'on connaît avec l'alternance aujourd'hui, c'est-à-dire que la journée, ils étaient en entreprise à travailler sur les chantiers de l'entreprise. Et le soir, ils rejoignaient du coup ces auberges-là où il y avait un ensemble de compagnons. Et ils avaient des cours du soir après le repas. Et après, ils avaient accès à l'atelier pour réaliser leur chef-d'œuvre. Donc, et l'excellence, en fait, c'est plutôt dans le chef-d'œuvre qu'ils le font. Et on voit que c'est quelque chose de très individuel, solitaire, et que c'est une quête qui n'a pas forcément de sens au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve ça assez dur. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise qui a la chance d'avoir des clients qui lui demandent de faire de l'excellence, tant mieux, vous y arrivez, mais la plupart du temps, c'est un chemin un petit peu personnel qu'on fait en dehors du temps de travail alloué. Donc la petite citation d'Aristote qui est « L'excellence n'est jamais un accident, c'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère et d'une exécution intelligente ». Comme je disais, comme eux, ils avaient des chantiers un peu particuliers, il y a l'idée de ne plus percevoir la main de l'homme. Ça, on va se dire, l'informatique, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais je trouve que particulièrement en ce moment, avec tout ce qui est intelligence artificielle, qui est un phénomène de mode actuel, mais qui est une mode qui revient, parce que ça fait longtemps quand même qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a quand même l'idée de dire, tiens, si on était capable de développer du code qui était tellement intelligent, entre guillemets, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait plus un humain derrière, ou que ce n'est pas un humain qui ait développé cette intelligence-là. Et donc je trouve qu'il y a un parallèle intéressant, qui est que dans des domaines très rationnels, parce que eux, leurs clients, c'était des religieux, mais ils ont quand même assez vite banni la religion et la politique dans leur culture. Il y avait quand même cette idée de dire, même si on a une vision très rationnelle, très terre-à-terre, on peut se laisser un petit peu rêver à cette perfection un petit peu de la technique qui arriverait à une certaine forme de beauté où on ne pourrait ne plus percevoir la main de l'homme dans l'art. Et donc je trouve que dans l'informatique, dans la science-fiction, dans l'intelligence artificielle et autres, on retrouve un petit peu cette idée-là. Une fois qu'on a créé, vous avez compris, l'obligation, une fois qu'on a acquis le savoir, deux obligations, l'obligation de créer et d'œuvrer à faire avancer l'humanité avec ce savoir, et l'obligation de transmettre, c'est-à-dire de passer au prochain. Et donc comment ils se sont organisés pour transmettre ce savoir-là ? Première des choses, c'est une transmission de pair à pair. Alors, dans des métiers manuels, il faut forcément être en physique l'un à côté de l'autre pour montrer les techniques, etc. Nous, dans l'informatique, cette transmission de pair à pair, aujourd'hui, elle peut se faire soit au sein d'une entreprise, soit à distance, en visio. Enfin, voilà, Internet a ouvert un panel énorme de capacités à faire tout ça. Mais voilà, dans le savoir-faire, typiquement, qui est expliqué, je peux te livrer du code qui est voilà comment j'ai fait, le résultat, mais je n'explique pas forcément derrière pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi est-ce que généralement on fait comme ça, pourquoi est-ce que ça marche bien, etc. C'est le genre de choses qu'on peut mettre dans une documentation, mais comme on l'a dit à la conf d'avant, la documentation et les développeurs, c'est pas toujours ça. Donc
Donc souvent, ça revient tout de même à faire de la transmission pair à pair d'une manière ou d'une autre, que ce soit à distance, que ce soit au sein de communautés comme aujourd'hui, ou que ce soit au sein d'une entreprise ou autre, d'une école, de club, etc. Donc ce qui est intéressant dans cette idée-là aussi, quand on regarde la définition de transmission pair à pair, c'est qu'il y a la notion de, on voit, entre individus considérés comme égaux en termes de statut, de rôle ou de niveau de connaissance. Alors souvent, quand il y a une transmission, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être sachant d'une certaine manière, et puis une autre personne qui va être là pour acquérir un petit peu de ses connaissances. Donc on voit que c'est pas égal, mais il y a cette idée de se considérer comme égaux et de dire, toi tu as peut-être un niveau assez élevé sur ce sujet-là, mais moi ce serait sur un autre, et donc on peut partager ce savoir. Et donc cette notion d'égalité dans la transmission pair à pair, je trouve qu'elle est assez importante, et on la retrouve bien dans notre culture, je trouve, d'être capable d'être aujourd'hui là tous ensemble, sans qu'il y ait de notion de statut ou autre. Tout le monde peut partager son savoir, et c'est souvent ce que je dis aux plus jeunes qui travaillent chez nous, par exemple, c'est à partir du moment où vous avez appris quelque chose, vous êtes capable de le transmettre. Attendez pas d'être expert ou d'avoir atteint un statut ou autre. Là, à partir du moment où vous avez appris quelque chose, vous êtes capable de le transmettre à la personne qui est à côté de vous. Autre chose, c'est le savoir universel. Ça, c'est intéressant, c'est qu'on retrouve, pareil, dans toutes ces cultures-là, la notion de savoir universel, et c'est ce qu'on retrouve, vous vous rappelez, c'est une organisation humaniste, donc on retrouve un peu ce qui est issu de l'encyclopédie, et donc là, on voit par exemple l'encyclopédie de la Charpente, qui a été faite par les compagnons. Et donc ces encyclopédies, et nous on a l'équivalent avec Wikipédia par exemple, l'idée c'est d'avoir quelque chose de très universel, c'est-à-dire que tout le monde ait accès au savoir, à la connaissance, en 2 clics dans sa poche aujourd'hui. On ne se rend pas compte encore de tout ça, mais c'est quelque chose qui a totalement bouleversé le monde aujourd'hui. Toute la connaissance est accessible en 2 clics dans sa poche à tout le monde, à n'importe quel endroit. C'est quand même assez fou. Et donc l'idée c'est de dire, voilà, la connaissance, pas celle qui est liée à une mode, pas comment mettre en œuvre le dernier logiciel à la mode ou autre, mais qui est vraiment le savoir fondamentaux et le savoir qui va traverser, on voit la notion de transcende les frontières géographiques, culturelles et temporelles. Donc c'est vraiment le savoir universel. Celui-là, on le diffuse assez largement. Et donc c'est une première des choses qui m'a un petit peu fait bizarre dans le monde du compagnonnage, c'est que on se dit, ça doit être comme dans l'open source, c'est-à-dire que on va avoir une notion très universelle qui est tout doit être disponible, tout doit être accessible, comme si en fait le savoir, le savoir-faire et le savoir-être étaient universels et qu'on pouvait le diffuser largement, le laisser accessible à tout le monde et que les gens viennent s'en emparer. Et en même temps, dans le compagnonnage, on voit en fait une notion de secret, une notion de j'essaye de garder un peu la main mise sur ce que j'ai acquis de mon côté. Et je suis assez sélectif dans comment je le partage et comment je le transmets. Et on retrouve ça aussi dans le modèle typiquement d'école d'ingénieur. On est dans une école d'ingénieur aujourd'hui. On voit qu'il y a une sélection à l'entrée. C'est-à-dire que ce savoir, quelque part, un sachant n'a pas envie de perdre son temps à essayer de transmettre ce savoir à quelqu'un qui ne voudrait pas... ne serait pas motivé ou autre, donc il considérait perdre son temps, donc on fait une phase de sélection pour essayer de garder soi-disant, avec des critères qui ont été choisis, les meilleurs éléments pour que les sachants ne perdent pas leur temps. Donc on voit en fait un petit peu les limites en fait de l'universalité de tout ça, qui est, il y a un ensemble de choses qu'on va rendre universelles, et puis un autre ensemble de choses qu'on va transmettre sous condition. Finalement, la notion de passer au prochain, alors vous voyez, le compagnonnage de par l'itinérance, ils ont des symboles un petit peu forts qui illustrent dans la culture le fait de transmettre au prochain par l'itinérance, par le voyage typiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un compagnon, quand il quitte une ville, il y a un moment assez fort où on le raccompagne jusqu'aux frontières de la ville pour le laisser continuer tout seul. Donc ça montre bien un peu le cycle qui est bouclé. Et donc il y a cette idée-là. Et j'aime bien particulièrement la dernière phrase qui dit transmettre, c'est donc permettre au prochain de bâtir sur ce qui a été construit et de faire avancer le monde avec les outils hérités et les idées nouvelles qu'ils apporteront. Ça permet d'illustrer que
que dans le fait d'avancer, il y a deux parties. Il y a le fait d'acquérir et de regarder ce qui a été fait dans le passé, d'en être fier, de l'accepter, de le comprendre, etc. Et puis il y a le fait aussi que ceux qui ont acquis ces idées-là, ils ont d'une certaine manière, sont encouragés, si ce n'est obligés, à apporter de nouvelles idées, parfois à remettre en cause ou autre ces idées-là et en apporter des nouvelles. Et donc on voit bien un petit peu ce passage de flambeau là, qui se fait tout au long de la vie sur ces différentes choses. Ça c'est pareil, on revient sur cette idée que dans l'informatique, il n'y a que, entre guillemets, 2 à 3 générations maximum d'informaticiens, et quelque part, passer au prochain, puis les cycles dans l'informatique vont tellement vite, hein, des fois c'est quelques mois, quelques années. Cette idée de passer au prochain, je trouve que ça manque, enfin, on le fait d'une certaine manière, mais ça manque, en tout cas c'est pas fait de manière humaine, on va dire, c'est plutôt je laisse un peu mon code dispo sur GitHub, puis les prochains viendront s'en emparer. Il n'y a pas cette idée de s'assurer qu'en fait qu'il y ait des humains qui soient compétents et qui puissent s'en emparer réellement. Donc en conclusion, on va faire le parallèle un petit peu sur les différentes choses qu'on a vues. Premièrement, sur la transmission des savoirs. Donc on voit que dans le compagnonnage, c'est essentiellement des savoir-faire, même s'il y a un peu de savoir théorique, comme on a vu. Mais c'est essentiellement la transmission du savoir-faire. Et donc c'est des artisans expérimentés qui vont s'enseigner ces techniques et ces méthodes les uns aux autres dans un cadre qui est souvent informel et structuré, mais structuré de façon décentralisée, comme on l'a dit. Dans le logiciel libre, cette transmission des savoirs, c'est par le partage des connaissances. C'est bien évidemment une valeur fondamentale de ce que l'on essaye de faire ensemble. Et on a donc des développeurs qui contribuent au code ouvert et qui créent tout un tas de ressources en ligne pour permettre la transmission de ces savoirs. On voit que c'est un petit peu moins de pair à pair, que c'est souvent via l'information qu'on laisse à dispo, que les gens vont s'emparer. Vous voyez, il y a un peu moins de relations humaines, sauf dans certains cas comme aujourd'hui, bien évidemment. Deuxième idée, c'est l'idée de communauté de collaboration, modèle décentralisé, donc communauté et réseau de personnes fédérées. Donc au niveau du compagnonnage, comme on l'a dit, c'est une communauté un petit peu soudée. Alors soudée, on l'a vu avec certaines limites, comme il y a plusieurs devoirs en parallèle, il y a des frictions inter-devoirs, et où donc chacun contribue au développement de l'ensemble. On a vu que le repas, c'était un moment essentiel pour transmettre le savoir-être, plus que le savoir-faire et le savoir. Et donc dans le logiciel libre, on retrouve un petit peu la même chose, des communautés où chacun peut participer, collaborer, contribuer. Et puis tout de même si on est sur quelque chose qui est très à distance, en visio, à travers Internet, on voit qu'il y a quand même des événements comme aujourd'hui qui sont très forts et qui servent à se rencontrer, à se voir en réel et à partager au sein d'une même communauté. Et on voit aussi que le repas a son sens dans nos associations typiquement. Ensuite, l'approche par l'apprentissage pratique. Donc, dans le compagnonnage, c'était de l'apprentissage, comme on l'a dit, sur des projets réels avec une exigence de qualité élevée. On a vu qu'ils réalisent un chef-d'œuvre à la fin de leurs 7 à 10 années, qui est un chef-d'œuvre qui doit réunir l'ensemble des techniques les plus complexes de leur métier pour le prouver aux autres. Pareil, c'est la reconnaissance dans ce système distribué où on montre aux autres et on se fait... comment dire, c'est les autres en fait qui nous reçoivent, on parle de réception, ils jugent notre travail, considèrent qu'on est digne de faire partie de leur communauté. Et donc dans le logiciel libre, les développeurs apprennent souvent en contribuant à des projets concrets, en lisant du code existant et en pratiquant. Donc là c'est une pratique qui est plus personnelle, individuelle, sauf dans le cadre d'entreprise ou d'association, mais c'est un parcours qui est plus chacun dans son coin, devant son ordinateur, chez soi. Parmi ce qu'on a évoqué, il y a aussi cet esprit d'excellence et cette quête de perfection qu'on peut retrouver dans les deux cultures. Chez les compagnons, on l'a vu, c'est notamment symbolisé par la réalisation de chefs-d'œuvre. Dans le logiciel libre, c'est l'idée de faire évoluer la solution à un problème. On va aujourd'hui répondre à un problème avec une certaine solution, qui n'est peut-être pas la solution la plus élégante,
Et du fait qu'il y ait plusieurs personnes qui vont pouvoir venir contribuer à la solution de ce problème-là, on va essayer de chercher la solution de plus en plus élégante, performante et utile pour la communauté. Cette idée un peu d'amélioration continue par le partage. Le nomadisme, alors voilà, chez les Compagnons, c'était cette idée de voyage du Tour de France dans le logiciel libre. On voit que l'apport d'Internet, c'est le fait de pouvoir partager à l'autre bout du monde, sur différents fuseaux horaires, de pouvoir travailler ensemble comme si on était à côté. Et donc ça a rendu, en fait, on l'a vu après Covid, entre autres, même l'informatique au niveau du télétravail, ça a toujours été un peu en avance par rapport à d'autres domaines. Cette idée de pouvoir travailler n'importe où, n'importe qui, avec n'importe quelle zone géographique, etc. Donc ce modèle distribué vient aussi avec une idée du nomadisme dans le travail. Et finalement, l'idée de création de valeur collective et durable, on voyait que dans les Compagnons, il y avait vraiment cette idée de long terme avec la pérennisation, le fait d'être sûr que le savoir ne se perde pas et qu'il puisse être transmis de génération en génération. Et donc c'est une vision humaniste qui est très long terme et qui n'est pas juste est-ce que moi je vais faire des choses intéressantes dans ma vie. Et donc c'est ce qu'on retrouve aussi un petit peu dans le logiciel libre, enfin totalement je dirais, avec cette idée de produire des outils accessibles à long terme, réutilisables et enrichissables par la communauté. Et donc ça, c'est aussi intéressant de se dire, dans ce que l'on fait et dans ce à quoi on contribue, quelle est l'approche que l'on a? Est-ce que ce que je mets à disposition, par exemple, sur GitHub, est-ce que l'objectif, c'est que ce soit encore accessible dans 100 ans, 200 ans? Ou est-ce qu'au final, c'est juste une mise à disposition temporaire à court terme parce qu'il y a un effet de mode, il y a des gens qui vont avoir besoin de ça à court terme, mais au final, dans 10-15 ans, ce sera totalement obsolète. Donc avoir un petit peu cette vision-là. D'ailleurs, il y a des projets très intéressants sur l'archivage du code source et autres pour traverser un petit peu les âges. Voilà, merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on échange sur ces sujets-là, je suis ouvert. Vous avez des questions, des remarques? Non? Moi j'ai raté le début, c'est pour ça que je voulais venir, j'ai complètement oublié. Mais la fin, là, sur le côté... tu as un projet de Roberto Di Cosmo qui s'appelle Software Heritage. Je ne sais pas si tu peux entendre parler. C'est un peu sur ce concept de pouvoir conserver l'historique. Mais après, l'informatique, ça a la caractéristique, c'est que contrairement au tailleur de pierre, c'est très récent. Ça a démarré dans les années... à la Deuxième Guerre mondiale, à peu près. Et que donc on ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas si dans 100 ans le code qu'on écrit, est-ce qu'il sera toujours utile ou pas. Il peut l'être. En termes de langage, déjà. Ouais, mais si j'aimais le langage, enfin, ça dépend dans quel domaine. Hein. Si on fait du spatial, c'est toujours du C, avec des normes et de l'assembleur parfois. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Et je crois que la constante de temps, enfin l'unité de temps n'est pas la même, mais le principe il est aussi. Et aussi même. Alors je sais pas, du coup j'ai raté le début. Il y a un truc que je trouve dans les communautés, c'est que on n'est pas toujours par défaut, quand on arrive dans une communauté de développement, les gens, il y en a certains, ils y sont tout le temps, parce que c'est leur projet, et donc quand on pose une question, on n'ose pas toujours poser des questions, parce qu'on a peur de se faire rembarrer, quoi. Bon, on a vu l'extrême, c'est Linus Torvalds qui avait carrément insulté les gens. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est toujours un peu angoissant de poser une question et de passer pour un imbécile. Je sais pas, je pense que c'est peut-être pas tout à fait pareil dans le compagnonnage. Il y a plus de règles, un peu comme... je vais donner une comparaison qui peut ne pas plaire à tout le monde, c'est un peu comme dans la franc-maçonnerie, si tu veux. Tu as des règles à suivre et les gens respectent, les profanes sont respectés, mais parce que c'est écrit. Et je pense que dans le logiciel libre, c'est peut-être aussi le cas pour le compagnonnage. C'est un peu moins écrit, ça dépend beaucoup de la communauté en question. C'est comme eux, enfin, nous on a un modèle qui est, j'ai l'air déshumanisé, mais c'est pas du tout le terme, mais
du fait qu'il y ait moins de gens en direct relation les uns avec les autres, on a moins besoin de mettre de règles et forcément d'organisation. Ça peut être un peu plus libre dans l'organisation. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que c'est un peu les limites, et c'est ce à quoi il faut faire attention dans notre modèle décentralisé, c'est que l'absence de règles peut générer des problèmes, peut générer des frictions. Typiquement, je parlais des frictions entre différents devoirs du compagnonnage, qui au final ont passé beaucoup de temps à se taper dessus au bord de la route, alors que quelque part ils avaient des nuances entre eux. Et donc c'est un peu les limites aussi de notre modèle décentralisé, quoi. Justement, c'était par rapport à ces frictions entre les groupes de compagnonnage, quand on a parlé. Ouais. Dans les livres, ils expliquent s'il y a des raisons qui causaient ces frictions souvent, et pour savoir si on pouvait faire un parallèle entre les communautés. Donc la question, c'est les raisons en gros de ces frictions entre devoirs. J'ai passé un petit peu, parce que ça sort un peu du cadre de la conférence, mais il y a une grosse notion de légende un petit peu par-dessus. En fait, ils se sont créés une histoire commune, souvent basée sur des héritages de l'Antiquité, des temples de Salomon, etc. D'ailleurs, il y a un certain lien avec la franc-maçonnerie. Et donc, en fait, le problème de ces légendes, un petit peu, c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la légende. Typiquement, il y a trois légendes. Une légende qui est très liée à la religion, une légende qui est très liée au travail, et une légende, la troisième, je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, on voit des nuances, c'est-à-dire avec les mêmes idées, la même philosophie, on peut avoir trois angles de vue différents, et du coup, ça va attirer des gens différents qui vont se battre, alors qu'ils ont la même philosophie globalement et la même idée humaniste. Ils vont se battre parce qu'il y en a qui sont plus axés sur la religion, d'autres sur le politique. Oui, je crois que le troisième, ça doit être politique. Et d'autres sur le travail en soi, quoi. Donc voilà, après ça c'est l'organisation des humains qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Mais ce qui est important, je pense, de retenir, c'est que l'idée et la philosophie étaient la même. Si on peut éviter de se taper dessus au sein de la même philosophie, ça permet de faire avancer un peu plus rapidement cette philosophie. Ça rejoint la conférence de la table ronde de hier soir, globalement. C'était le sujet. Okay. C'est peut-être pour relativiser effectivement le fait que même au sein d'un même groupe, on puisse avoir des points de divergence qui nous font un peu se corréler. Certainement. Mais il faut relativiser, c'est pareil, l'éducation populaire, moi je connais le scoutisme, le syndicalisme, c'est pareil, quoi. Tout le monde est du même camp en soi, mais tout le monde peut quand même un peu dire est-ce que fait l'autre. Non, plutôt par rapport au parti de ta présentation, je t'ai interrogé, j'ai l'impression quand même que tu finis par dire, même si le compagnonnage a voulu s'extraire du corporatisme, quelque part il revient un petit peu justement avec ce côté défense des savoirs en fait derrière le pouvoir économique sur les chantiers, etc. Est-ce que du coup, le parallèle que tu fais amènerait à dire que quelque part tout le secteur du livre serait un peu aussi en proie à être une forme de corporatisme aujourd'hui? J'étais précédemment, je suis arrivée un peu en retard à la conférence parce qu'il était prévu une conférence sur l'ascension d'Internet aujourd'hui et les organisateurs ont tout simplement annulé alors que la salle était surbondée parce que ils sont auto-censurés. Parce qu'ils ont refusé, en réaction au fait qu'il n'y avait pas assez de femmes dans la programmation du Capitole Libre 2024. Voilà. Et donc du coup, ils trouvaient que c'était une telle fragilité et ça allait contre, c'était même un enjeu qui était même prioritaire par rapport à la question de l'ascension du monde. Donc voilà, donc je trouve que ça peut amener à se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le livre est devenu une corporation et si oui, enfin voilà, je sais pas ce que tu penses. Je pense pas que ni le compagnonnage ni le livre tendent vers des corporations, parce que les corporations, c'est vraiment les organisations très pyramidales, etc. C'est pas du tout le modèle décentralisé. L'un comme l'autre reste dans des modèles décentralisés. Le compagnonnage, la problématique qu'ils ont, c'est qu'en fait, ce modèle décentralisé, c'est organisé au fur et à mesure. Et donc, quelque part, ils ont créé des organisations qui, aujourd'hui, sont des organisations définies. Quelque part, ils deviennent... Quand on crée une organisation, on quitte un peu ce modèle décentralisé. Et donc, il y a un responsable, il y a... Pour faire partie du truc, il y a une pensée un petit peu unique à avoir aussi. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui recassent cette décentralisation.
dans le modèle du libre, ce qui est cité, c'est pareil. Il y a des entreprises qui se créent, il y a des organisations, il y a des gens qui sont en haut, qui ont une capacité d'exprimer leurs idées et qui demandent aux autres de les suivre. Enfin, on retrouve un petit peu ces choses-là. Après, dans ce qui est évoqué, par exemple, sur la conf, c'est que dans le fait des frictions dont j'évoquais, c'est que là, c'est ce qui fait la richesse, mais c'est ce qui est aussi une faiblesse, en fait, du fait de dire tout le monde peut y avoir accès, tout le monde a le droit de venir avec ses visions, avec voilà, sa vision du monde, etc. Tout le monde est le bienvenu. Et on mélange tout ça, et puis on ne met pas forcément d'ordre pour dire non, toi tu as tort, toi tu as raison, etc. Donc tout ça, c'est une richesse folle de permettre ça. Mais c'est aussi la limite de ça, c'est aussi ça crée beaucoup de friction, ça crée beaucoup de temps perdu parfois, d'énergie perdue, ça démoralise certaines personnes, etc. etc. Donc voilà, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que c'est... À chaque fois qu'il y a une très grande force, il y a aussi en face une très grande faiblesse, et donc il faut juste en être conscient et savoir comment personnellement on essaye de voir les choses. Moi j'ai une approche qui est... Je trouve ça bien que tout le monde vienne avec ses idées, mais je trouve si on se réunit et qu'on ne fait pas les choses chacun dans notre coin, c'est pour essayer de faire avancer les choses. Donc voilà, c'est bien d'évoquer ses idées, mais ça ne doit pas freiner ou casser la dynamique de groupe. Ça, c'est mon avis personnel. Merci à tous et puis à très bientôt. C'était la dernière question. Et bon appétit.